Salut! Surpris de ne pas retrouver Christine Brunet dans le rôle de présentatrice de l'émission? Je vais vous confier un petit secret. Avant que mon grand ami Bob Boutique tire sa révérence et décide de quitter Actu TV, j'avais postulé pour le job en faisant valoir mon charisme naturel et mes compétences. Bah oui, j'en ai, faut pas croire, hein. Et au moment de tourner une page fondatrice et novatrice de notre émission et de repartir sur, on va dire, autre chose, j'ai joué des coudes, marché sur quelques pieds et surtout sur ceux de Christine et tada, me voilà. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'étais en ballottage avec un chat tout mignon, style ravageur, à poil tout doux, mais j'ai eu le job. Comment? Je ne vous le dirai pas évidemment. Enfin, peu importe, soyons pros. Notre émission fait peau neuve. Lorsque Bob, coucou Bob, hein, t'inquiète pas, on t'a pas oublié, qui soutenait le projet à bras le corps, a dû se retirer. Bien à contre-cœur, je le précise, vous pensez bien qu'il a laissé son ancienne équipe avec des dizaines de questions. Et la toute première était de savoir si le concept devait être repris, avec qui et avec quels moyens. Ou pas. Cornélien, n'est-ce pas? C'est clair qu'une émission comme Actu TV nécessitait une débauche de temps, d'énergie, de moyens et de connaissances techniques qu'aucun autre n'avait. Alors quoi? Oublier l'émission? Les efforts déployés durant des années? Les centaines d'heures passées sur la route? Les milliers de kilomètres avalés? Et l'amitié qui unit l'équipe de bénévoles? Une solution facile, d'autant que beaucoup souhaitaient arrêter les frais et que les deux reporters volontaires restants, Edmé de Havet et Christine Brunet, ont beaucoup d'autres activités. Quelques hésitations, d'échanges d'idées, tests techniques avec le commandant Danowski et appel à bénévoles plus tard, une nouvelle équipe affirme être prête à reprendre le flambeau. Edmé de Havet interviendra sur la région de Liège et de Verviers, Serge Guérit couvrira le secteur de Charleroi, Christine Brunet fera les chroniques de livres, Car s'occupera de la technique et moi... Qu'est-ce que je fous ici en fait? Moi, vous verrez, vous inquiétez pas. Mais refaire du Bob Boutique en beaucoup moins bien, quel intérêt, hein Bob? Alors nous avons choisi de recentrer Actu TV sur le lien qui nous unit tous, les éditions Chloé Délice. Mettre en avant nos auteurs, leur univers, leurs actions, en faisant des interviews, en proposant des trailers, de la musique, des présentations, des chroniques de livres. Mais une émission n'est rien sans partenaire. Remercions les librairies La Traversée à Verviers, le comptoir du livre à Liège, la bibliothèque Marguerite Yourcenar à Marchène au Pont, qui nous prêtent leur espace pour faire nos interviews. Mais à quel rythme ces émissions? Inutile de vous le cacher plus longtemps. La première émission sera un test, bien évidemment. Ensuite, si tout se passe bien, on vous proposera des émissions bimestrielles, voire trimestrielles, que je vous annoncerai sur le blog d'Aloïs et notre nouvelle chaîne Actu TV. Bah oui, hein, tout est nouveau, qu'est-ce que je peux y faire, hein, que voulez-vous? Tiens, en fait, comment participer à l'émission? Vous êtes chanteur, auteur, comédien, conteur, vous êtes dynamique, vous êtes inscrit au blog Aloïs et CDI, vous participez activement à votre promo, vous avez conçu un trailer ou une pub, vous voulez nous lire un extrait, et ben vous avez juste à contacter tout simplement l'équipe par mail. Votre candidature sera examinée dans les plus brefs délais. Maintenant que vous savez tout, ou presque, je déclare là notre première émission test ouverte. Alors, on va parler de quoi? Et de qui? Alors, tout d'abord au programme, il y a 3 trailers, ensuite 4 chroniques de livres et une présentation vidéo de l'astronaute élaborée par son auteur. Tous Couloum, une chanson d'Antonia Ilescu, une vidéo d'Yves Oliver, l'enfant roi et des interviews. Sur le devant de l'écran cette fois-ci, Karine Laure Desguin, Yves Oliver, Big Stegosaurus, Pascal Gillette B, Laurent Dumortier, Séverine Baziz, Edmé de Havet, Bob Boutique, Philippe Desterbeck,
Didier Font avec en sauce la présentation de nos désormais partenaires, j'ai nommé la bibliothèque Marguerite Yourcenar, les librairies La Traversée et la librairie Le Comptoir du Livre, que nous avons tous appris à connaître et à apprécier au fil des émissions de Bob Boutique. Eh ben, je savais pas que c'était aussi dur, en plus avec le rhume, ça avantage pas. Bref, en avant. Et pour démarrer en beauté, le trailer de Bob Boutique pour le 3e opus de sa trilogie, Bluff. Et de 3. Bluff est le 3e volet de la trilogie du Bulldog et de la Petite, dans laquelle on retrouve dans une aventure mais totalement différente Johan et Liv, les 2 héros, un peu déjantés mais fichtrement sympas de 2401 et Carrosse. Alors, comme d'hab, une enquête sans intérêt qui démarre devant un barbecue familial pour se déchaîner dans l'océan Arctique et au milieu des volcans de l'Islande. Très actuel, qui risque de déranger, de choquer même, car il remet beaucoup d'idées reçues en question. Une seule garantie, ça va déménager. Pas mal, non? Ah, sacré Bob. Je donne à présent l'antenne, enfin, la parole, c'est déjà ça, hein, à Edmé de Havet qui est allé à Verviers, rue de l'Harmonie, interviewer le libraire passionné de la librairie La Traversée, Bernard Quickels, l'un des nouveaux partenaires de notre émission. Aujourd'hui, nous sommes à Verviers, dans la librairie La Traversée, qui est tenue par Bernard Quickels, que je connais bien parce que j'ai été la première à faire des dédicaces. Exactement. Dans l'autre local qu'il avait avant, qui était plus petit. Celui-ci a été nécessaire parce que ça grandissait. C'est vrai. Donc le premier se trouvait rue Aveille, donc c'était vraiment bien pour moi. C'est vrai. Oui. Ça ne pouvait mieux tomber. Et celui-ci n'est pas loin d'ailleurs, il est vraiment à tir de cailloux, oui, à 100 mètres. Alors Bernard, donc comment est-ce que tu as décidé que tu voulais devenir libraire, ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça, dans les méandres de la vie, ou est-ce que tu avais vraiment déjà cette passion? J'ai décidé de me lancer en librairie juste à la sortie de mes études. Et en fait, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le monde de la librairie. Je suis assistant social de formation. Ah oui. Mais voilà, je n'ai pas été très convaincu par mes études. Quand je suis sorti de mes études, j'ai trouvé du boulot dans le social. J'ai travaillé quelques mois comme moniteur dans un atelier protégé. Ah. Mais très rapidement, voilà, je ne m'y plaisais pas. Et très rapidement, j'ai cherché en librairie et j'ai très vite trouvé dans une librairie médicale à Bruxelles. C'est ma première expérience de libraire dans une librairie médicale à Bruxelles, à côté de l'hôpital Saint-Luc, sur le campus de l'hôpital Saint-Luc. La maison mère se trouvait à Leuven, donc à Louvain. Je suis resté 4 ans. Mais peut-être d'où me vient le goût du livre, depuis toujours, depuis tout petit. J'ai vécu dans une famille où le livre était présent, sans pour autant être poussé à lire ou forcé à lire par mes parents. C'était assez naturel chez moi, j'étais attiré par les livres. Oui. Voilà, je ne peux pas dire que je n'ai plus des parents très grands lecteurs, mais ils sont lecteurs quand même. Et ton papa lit quand même, parce que... Mon papa lit quand même, ma maman aussi, oui, il lit aussi. Mais ce ne sont pas, voilà, c'est pas des lecteurs frénétiques, quoi. D'accord, ils aiment bien ça. Donc ils m'ont sûrement encouragé à lire quand j'étais petit, évidemment j'ai beaucoup de souvenirs, mais je me souviens d'armoires remplies de livres sur un palier au 2e étage, où on pouvait aller fouiller quand on voulait. Ah, oui. Et voilà, j'ai des flashs comme ça de livres qui m'ont marqué, notamment, je me rappelle, j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont encore, les lettres de mon moulin illustrées. Oui. Et je me souviens encore de la couverture, c'était le loup qui mange... la pauvre chèvre. C'est ça, le matin, après une nuit de combat. Oui, oh mon Dieu, cette histoire. Je me souviens de cette image-là, c'était voilà, ça m'a marqué à vie. Oui. C'est un livre qui m'a accompagné longtemps. Et donc voilà, à la fin de mes études, donc le monde du livre m'a appelé, c'était naturel, c'est le domaine dans je me suis demandé qu'est-ce que j'aime dans la vie, j'aime le livre, et bien je me lance là. Alors Bernard, je trouve aussi que c'est important de souligner
la croisade que tu as entreprise pour effacer de Verviers cette image de ville morte où il ne se passe rien et où la culture est agonisante, etc. Tu fais beaucoup de choses pour la ville et pour booster l'esprit des gens. Bah, j'essaye avec les moyens qui sont les miens. Oui. Bah, dès la création de la librairie, j'ai voulu essayer de mettre en avant le plus possible d'auteurs régionaux. Oui. Ça, c'est très important. On a vraiment des auteurs très chouettes à Verviers. C'est vrai. Et que ce soit dans les romans, mais aussi en poésie. Il y a beaucoup de poètes à Verviers. Et donc, j'ai le projet un jour de faire une petite réunion de poètes. Eh bien, Bernard, on a fait une belle présentation, je pense, de cet endroit, du personnage vraiment enthousiaste qui le gère. Et voilà, j'espère que ça va donner un peu l'exemple à d'autres gens c'est pas bien de se contenter voilà, d'être là juste d'avoir un métier. C'est bien d'avoir une passion dans son métier ou à côté si on n'a pas le choix. On n'a pas forcément toujours le choix. Mais voilà, donc Bernard est un passionné et on reverra cet endroit puisque j'y ferai les prochaines interviews pour Chloé Delis. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci à Edmé et à Bernard Quickels. Je vous propose à présent un petit interlude signé Yves Oliver, Les Terres de l'Enfant Roi.
Des images qui déménagent, hein. Yves Oliver est aussi auteur publié aux éditions Chloé Délices. Après la théorie du plaisir, le principe de la joie, les landes endormies, il vient de publier un roman, Le silence des carpes. Qui mieux que lui peut parler de son texte? Une interview signée Edmé de Havé. Nous sommes à la traversée à Verviers pour recevoir Yves Oliver. C'est Oliver? Tout à fait. D'accord. Voilà, qui est un auteur Chloé Délices, pas un nouvel arrivant, et il va nous parler un peu de tout son parcours, mais aussi de son dernier livre. Yves Oliver, alors, comme je l'ai dit, tu n'es pas un nouvel arrivant chez Chloé Délices. Non, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ah, quand même, oui. Le 4e livre. 4e livre. Donc, les premiers, c'était quoi? C'était de la poésie? Alors, il y a eu 2 recueils de poésie et un recueil de nouvelles. Oui, que j'ai lu, celui-là. Voilà. Que j'ai bien aimé. Et ici, c'est le premier roman, en fait. Premier roman. Voilà. Et alors, tu fais également de la photo? Alors, initialement, je suis d'abord photographe. Ah, ok. Depuis l'âge de 9 ans. Ah, voilà, oui. Voilà, ça remonte à loin. Et je fais également de la musique, auteur-compositeur, des concerts. Oui. Et des clips vidéo. Oui, je me souviens avoir vu un clip vidéo, je ne sais pas, j'ai le souvenir de parapluies. Est-ce qu'il y avait des parapluies? C'était avec Bob, ça. D'accord, oui. Tout à fait. Le moment est venu de parler de ton nouveau roman, le dernier né, Le silence des carpes. Alors, moi, j'ai lu les premières lignes et j'ai lu la présentation du livre. Donc, déjà, je peux dire que on a vraiment envie de le lire, ça. Moi j'ai déjà très envie de le lire. Alors je sais que tu ne peux pas révéler tout, mais qu'est-ce que tu peux dire? On ne peut pas dire toute l'histoire. Voilà, on ne peut pas dire toute l'histoire. Disons que c'est l'histoire de Maria, qui est une jeune Allemande, qui a 8 ans en 1933. Et je vais dire tout de suite, ce n'est pas un roman historique, même s'il y a de nombreux faits historiques. Oui. Mais le vrai sujet, c'est qu'elle va être confrontée, bien évidemment, aux horreurs du Troisième Reich et aux camps de concentration. Et sa vraie histoire, c'est un cas de conscience, parce qu'elle va être victime. Ah. Et un jour, elle va devoir faire un choix, se venger ou pardonner. Ah là, oui. Donc c'est un... Et ça, c'est le vrai sujet, je vais dire, du livre. D'accord. Donc il y a une évolution psychologique de la victime. Et humaine. Voilà. Comment la victime doit-elle avancer? Ah oui. Ah oui, c'est un... Par le pardon, par la vengeance, par la haine. Parce que la haine n'est pas loin, forcément. Oui. Quand on est victime d'atrocités de guerre. Non, bien sûr, on a... Oui. Donc ça, c'est le vrai sujet, je vais dire. Oui, donc ça... Mais il y a un contexte historique, évidemment. Oui. Elle a 8 ans en 1933, elle ne connaît rien de ce qui est en train de se passer en Allemagne à l'époque, elle est beaucoup trop jeune. Oui. Et en 1939, en 1940, elle va être diagnostiquée d'une maladie. Ah, ouh. Elle débute son adolescence. Oui. Et on va lui diagnostiquer une maladie de juif, alors qu'elle n'est pas juive. Ah mon Dieu. Ah oui. Avec les conséquences qu'on peut imaginer. Voilà, oui. Voilà. Oui, et toute l'injustice qui va s'en suivre, évidemment. Oui. Et une vie détruite. J'imagine, oui. Parce qu'elle sera libérée des camps en 1945, détruite, et pourtant il faudra continuer à vivre. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas se libérer de ce qui est arrivé. Elle n'a plus rien de la petite fille qu'elle était avant, bien entendu. Bien sûr. Et pourtant, elle va devoir se reconstruire autrement. Et je n'ai pas voulu faire le portrait d'une victime larmoyante. En fait, j'avais 2 voies. Je pouvais très bien faire la victime larmoyante, dépressive, etc. Oui. Mais ça ne me paraissait pas réaliste. Vu ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration, ça ne me paraissait pas réaliste. Oui. Donc j'ai construit un personnage qui est plus renfermé,
plus un hérisson. Yves, merci de nous avoir présenté. Merci de m'avoir reçu. Hein. De rien. Donc voilà, on a un aperçu de tout ce que tu as déjà publié chez Chloé Delis, et surtout le dernier livre que voilà, je recommande et que je compte lire de toute façon, ça c'est la vérité. Pour découvrir la fin. Enfin. Pour découvrir la fin, oui, voilà. Voilà, merci à tout le monde. Merci aussi. Et merci à toi. Nous avons un second partenaire, la librairie Le Comptoir du Livre à Liège. Bob et Edmé y étaient allés en 2015. Séquence souvenir. Nous sommes sur la place du marché à Liège, donc avec le perron là derrière qui est très vieux, et toute la place est en style Renaissance Mozan, donc c'est encore une place très caractéristique. Et de ce côté-là, nous avons notre hôtel de ville qu'à Liège on appelle La Violette, parce que c'est rue de la Violette, tout simplement. Et nous, on va aller maintenant à la rue. Nous allons aller en Nevis, on ne dit pas rue, on dit en Nevis, qui est donc de ce côté-là, oui. Derrière toi. Toute petite ruelle en fait. Hein. Et comment? Une petite ruelle en fait. C'est une petite ruelle dont le tracé n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Donc c'est la seule ruelle qui a cette caractéristique à Liège encore. Donc c'est toujours le tracé du Moyen-Âge. Ça reliait la place du marché qui est ici au pont des Arches que nous avons traversé et qui conduit en Outremeuse. Voilà. Et c'est dans cette rue-ci qu'on va aller voir maintenant? Exactement, oui. On va aller voir le comptoir du livre. Mais Pascal, moi quand je vois cette librairie, je pense à Maelstrom à Bruxelles. Vous les connaissez, hein? Oui, ils sont représentés ici, la maison d'édition est présente ici, ainsi que la Parole. Et c'est vrai qu'ils sont très actifs au niveau de la poésie, mais nous ne proposons pas que ça, évidemment. Oui. Mais c'est relativement petit, en tout cas même sur l'extérieur. Ça donne sur un piétonnier aussi, à Bruxelles. Et c'est très actif et très sympa. Cette librairie est très sympa aussi. Mais vous êtes ouvert tous les jours? Du mardi au samedi de 13h à 18h. Donc au rez-de-chaussée, nous avons l'espace librairie et au premier étage, l'espace exposition. Si j'ai bien compris, donc ça existe depuis une quinzaine d'années. Oui, merci. Oui. Et ça a commencé comment, à peu près? Au départ, ce sont trois amis qui ont eu l'envie finalement de se faire plaisir. C'est vraiment ça l'initiative de départ. Ils se sont dit quand même ce serait bien d'avoir un endroit où on puisse présenter ce qu'on fait, mais aussi ce que produisent certains confrères. Et tout est en dépôt ici? Ici, on fonctionne uniquement avec un système de dépôt. Donc, si par exemple Chloé Delis voulait, d'abord il faudrait qu'on soit d'accord, mais si Chloé Delis voulait vendre ici, il faudrait qu'on fasse un dépôt. Mais si on a 350 titres, on ne peut pas faire un dépôt de 350 titres. Malheureusement non, on n'a pas la place, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà montré dans les images. Oui, on a vu, oui. Donc c'est pas une librairie avec une tête de gondole sur laquelle on entasse, je ne sais pas moi, 50 euros. Et de toute façon, vous n'êtes pas tenu par l'actualité, vous. Non, ça c'est une des particularités de la librairie. Et donc ça c'est une des choses qui est un vrai plaisir de travailler dans ce type d'association, c'est de ne pas tenir compte de l'actualité du livre et de mettre en avant des choses insolites, des choses que l'on connaît peu, et parfois les faire découvrir à des gens qui se demandent un peu naïvement, on m'a dit « Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir oui, oui. Mais à côté de cela, effectivement, pour les éditions Esperluette, il y a un suivi régulier, chaque fois qu'il y a une nouveauté, on l'a. Un petit éditeur comme le Cactus Inébranlable aussi, on a systématiquement dans la quinzaine les nouveautés. Donc il y a effectivement un suivi des actualités, mais qui est nettement moins dense que dans une librairie classique. Et voici Christine et ses chroniques de livres. J'ai pas totalement réussi à l'évincer, dommage. Pourtant, j'ai essayé, mais enfin bon. Elle a choisi 4 titres. Le premier est une BD signée Michel et Pierre Surquin. Antoine et les merveilles du jardin potager. Ce retour de lecture sera le prélude à la présentation d'une autre bande dessinée As-tu été bien sage signée Big Stegosaurus. Alors une bande dessinée aux éditions Chloé Delis, est-ce vraiment possible? Il y a eu Bidou de Fralien il y a quelques années. Vous verrez avec le prochain interview d'Edmé de Havé qu'une nouvelle bande dessinée est sur le point de sortir.
Mais moi, j'ai envie de vous parler d'une autre bande dessinée qui est remarquable, qui a été donc éditée il y a de cela maintenant peut-être 1 an et demi, voire 2 ans. C'est Antoine et les merveilles du potager, du jardin potager, pardon. Les textes sont de Michel Surquin et les illustrations de Pierre Surquin. Cette bande dessinée qui est totalement en couleur, en fait, est remarquable parce qu'elle parvient à initier les enfants et même, pourquoi pas, nous, mais aux règles du potager de façon ludique, éducative et surtout interactive. Je ne vais pas vous chroniquer en fait cette bande dessinée, je pense que j'en serais bien incapable. En revanche, j'ai envie de vous lire la préface qui a été écrite par Michel Vestrade et qui résume parfaitement mon ressenti face en fait aux illustrations, face au texte de Michel et Pierre Surquin. Initier les enfants au jardinage et par-delà à la découverte de la nature, de sa multiplicité, de ses mécanismes, de sa beauté. Certes, de nos jours, il y a l'ordinateur, Internet et les nombreux supports informatiques qu'offre l'époque. Mais il y a encore et toujours le livre, l'irremplaçable, l'incontournable livre. Voilà le pari qu'ont relevé et réussi Michel et Pierre Surquin. Avec Antoine, un merle, son guide, et le professeur Botanicus, nous allons pénétrer dans l'univers merveilleux du jardin potager. Mais pas selon le tracé rectiligne d'un jardin à la française, c'est que selon notre inspiration, nous irons nous balader et découvrir le monde merveilleux de la nature, les yeux et les oreilles grands ouverts, en revenant à l'essentiel. Ainsi en va-t-il par exemple du cycle fèves des marais, pucerons noirs et coccinelles. Ainsi redécouvre-t-on à quoi sert la grelinette. On relèvera par ailleurs une autre qualité de ce livre, et non des moindres, c'est son aspect interactif. À l'invitation du professeur Botanicus, il nous sera demandé donner d'écrire dans le livre, d'y dessiner, d'aller à la recherche d'un nom dans un dictionnaire, ou de demander un plus ample informé à un proche. Ce livre s'inscrit dans un système, une approche globale. C'est Antoine, découvrant les merveilles du potager, qui va finalement se forger une philosophie loin des artifices de la mode, aller à la recherche du bonheur en regardant ce que nous avons à portée de main. Et c'est ainsi que nous rejoignons Jean-Jacques Rousseau. La terre offre à l'homme l'harmonie des 3 règnes, un spectacle plein de vie, d'intérêt et de charme, le seul spectacle au monde dont les yeux et son cœur ne se lassent jamais. C'est extrait des Rêveries du marcheur solitaire, 7e promenade. Bravo à Michel et Pierre Surquin et merci pour cette démarche qui nous rapproche de l'essentiel, la vie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous laisser amener sur les traces d'Antoine, tel des petits princes. Aujourd'hui, nous sommes au comptoir du livre en Nevis à Liège pour présenter un duo qui s'appelle Big Stegosaurus et qui sort son premier livre aux éditions Chloé Davis. Ce sera là pour les fêtes de fin d'année, tenez-vous prêts. Big Stegosaurus, donc, c'est la réunion de 2 personnes, Mégane Quiétoin et Cyril, qu'on va voir juste après, qu'on a entrevu d'ailleurs quand même avant. Et comment est-ce que Mégane est devenue la moitié de Big Stegosaurus? Par quel chemin est-elle arrivée à ce premier livre chez Chloé Davis? Alors, le Big Stegosaurus, c'est d'abord la réunion d'un couple. Oui. Parce qu'on s'est connus au cours d'art, ma tendre moitié étant mon professeur. Oui. Et nous avons décidé en fait de sortir des carcans scolaires et de percer là-dedans en lançant nos propres œuvres. Oui. En se basant sur des petits contes pour enfants qui nous tenaient particulièrement à cœur, étant donné que nous avons ensemble fondé une merveilleuse petite famille. Oui. Et donc on reste dans ce schéma familial où on fait découvrir de vieux contes, qu'on dépoussière, qu'on renouvelle. Oui.
et auquel on donne un petit coup de neuf pour les nouveaux lecteurs. Ah oui, ça j'ai vu que c'était bien dépoussiéré et c'était bien agréable d'ailleurs parce que, enfin on en parlera plus tard, mais j'ai été agréablement surprise par le livre qui est soi-disant pour enfants, mais enfin les grands trouvent leur bonheur aussi. C'est le but, c'est de plaire à tous les publics. Oui, oui. Ça... Autant les parents qui doivent connaître une lecture agréable et pouvoir transmettre ce conte à leurs enfants de manière tout à fait nouvelle. C'est vraiment le mot, c'est dépoussiérer tout ça. Oui. Et pouvoir donner un coup de frais à tous ces vieux contes qui malheureusement restent trop souvent terrés dans la bibliothèque et les jeunes devraient pouvoir les relire de manière agréable. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, on passe à Cyril, donc qui est l'autre moitié du Big Stegosaurus. Et toi, quel fut ton chemin pour arriver à ce livre? Je dessine toujours, en fait, en réalité. J'étais à l'académie, où j'ai fait les cours du soir et les cours du jour. Et j'ai toujours aimé la BD, en fait. La bande dessinée, ça m'a toujours passionné. Donc, c'était pour moi logique d'en arriver là et de sortir cet album de Saint-Nicolas qui correspond aux fêtes de fin d'année. Et j'aime beaucoup en fait le Saint-Nicolas, le Père Noël, c'est quelque chose qui me passionne. Alors maintenant, on va passer à la présentation du livre lui-même. Donc on sait déjà qu'il s'agit d'une ancienne légende, mi-religieuse, mi-mystique, mi-inventée, on ne sait pas trop, qui est très populaire chez nous et que j'espère, grâce à votre livre, elle va un peu déménager aussi, toucher d'autres terres. Donc, montrez-moi un petit peu la couverture, là. Alors, c'est qui ce personnage? C'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, donc qui est très connu en Belgique et dans les pays nordiques en général, qui a donné lieu à Santa Claus d'ailleurs aux États-Unis. Hein, oui. Mais alors, comme on a déjà dit, c'est un Saint-Nicolas très très modernisé, hein, et qui n'a pas l'allure qu'il a d'habitude, hein, comme un espèce de masse-pain ou de biscuit. Ici, c'est un Saint-Nicolas vraiment avec des pouvoirs particuliers. Alors je vous laisse un petit peu en parler, nous dire en quelques mots. Sans trop spoiler, on a voulu mettre un peu plus en avant le côté mystique que le côté religieux. Oui. Vraiment se mettre dans la peau des enfants, en fait, la manière dont ils perçoivent Saint-Nicolas. Oui. En général, ils ne font pas un lien, pour eux, c'est pas forcément la religion, c'est vraiment le côté magique. Il arrive par la cheminée, dans les souliers. Oui. C'est quelque chose de magique pour un enfant. Oui. Ça n'a rien de religieux. Et on voulait développer ça, en fait. Le point de vue de l'enfant et le côté mystique, donc fatalement tout le pouvoir, tout ce qu'il peut faire. Oui. Et alors, Megan s'est quand même touchée de l'air du temps, malgré tout. Hein. C'est musclé comme dessin. Voilà, c'est vraiment dépoussiérer l'histoire afin de pouvoir plaire à un nouveau public. Un nouveau public, et de ne pas tomber dans le vieux conte un peu old school qui déplairait au jeune public et pouvoir, du coup, toucher autant les parents qui connaissent l'histoire et qui ont connu ça quand eux-mêmes étaient enfants. Oui. Et pouvoir aussi toucher le petit nouveau qui connaît un tout petit peu l'histoire, mais qui fatalement ne s'entend pas sur la religion, mais plutôt sur le bonheur de recevoir les petits cadeaux. Oui. Et avoir vraiment une vraie origin story à Saint-Nicolas. Ben oui. Et montre un peu quelques pages, comme ça qu'on puisse voir le style. Voilà, le dessin est c'est vraiment très beau. Vraiment, moi je me suis régalée en le lisant. C'est tout à fait une nouvelle conception du Saint-Nicolas, mais je trouve justement que ça remet Saint-Nicolas à la mode. On a terminé cette fois-ci, et je dis cette fois-ci parce que j'espère qu'il y aura d'autres livres quand même qui vont sortir. Voilà, d'autres légendes, etc. Et voilà, à une autre fois, et bonne chance à votre livre. Hein. Merci. Ah, tu étais sage, ça s'appelle. Amintirile de bine
mă-nvolbură pe drum. Palma se făcuse cupă, jar viață cuprinzând. Mă trezesc acum și după arderea de atunci spun. Albă tu zăpadă pură, cine ți-a dat inima să-mi fii viscol de căldură? Albă tu fierbinte nea, albă tu zăpadă pură, cine ți-a dat inima să-mi fii viscol de căldură? Albă tu fierbinte nea. Amintirile de bine mă-nsoțesc încă pe drum. Pierd lumini și mă pierde laur, cade frunte, cade drum. Amintirile de aur, numai ele azi sub scrum. Și destinuri, triste vinuri le dau albelor tăi. Amintirea primăverii cântă în mine și sub zări. Albă tu zăpadă pură, cine ți-a dat inima să-mi fii viscol de căldură? Albă tu fierbinte nea. Karine Lordega en invité dans notre émission. Vous savez, l'auteur de Rue Baraka, l'album Number One, Spirale urbaine, Les enfants du grand jardin, et tout dernièrement de la pièce de théâtre Le Transfert. Alors, pourquoi l'accueillir en invité? Curieux, hein? Pas autant que le petit opuscule qu'elle a édité aux éditions Léa Miroir. Putain de pays noir. Mais c'est quoi ce script? Petite précitation atypique. Vous connaissez notre amie Karine Laure, d'autant qu'elle a été interrogée par Edmé. Mais attention, Serge Guérit prend la relève juste après pour... Allez, vous verrez, je vais rien dire pour l'instant. Bonjour Karine Laure. Bonjour Edmé. Voilà, nous sommes à Charleroi, sous une petite pluie, mais enfin oui, pas trop moche, pour une balade avec notre ami Guy Delas autour de ton dernier opus, qui est un opuscule. Un opuscule, c'est pas un grand mot, opuscule. Du tout. Et en plus, remontre-le, parce que c'est un beau petit livre qui a été édité par les éditions La Miroir. La Miroir. Et c'est une histoire assez noire. Alors, crade de chez crade. Oui, vraiment. Alors, ça s'appelle comment? Putain de pays noir. Oula, avec putain un vilain mot quand même. Je le redis, putain de pays noir. Je trouve que tu as beaucoup de plaisir à le dire. Oui, j'aime bien. Putain de pays noir. Voilà. Mais moi, je l'ai lu, hein, et c'est un putain de livre. Hein, oui, c'est un putain de livre. Il y a quand même une assez bonne critique. Hein. Oui, non, les critiques sont très bonnes, mais pas seulement les critiques, le livre est bon, surtout. Hein, et donc, en 2 mots, tu peux nous préciser un peu, ben, pas trop nous dire, mais nous définir le climat. Voilà, le climat. Donc ça se passe à Charleroi, bien sûr. Et nos 2 protagonistes, c'est Jem et Angel. Jem vient de commettre un gros délit. Il est plus ou moins en cavale avec Angel. Et voilà, ils nous font découvrir plus ou moins ce Charleroi noir, noirissime.
avec des dialogues pas piqués des verres. Je viens de recevoir un commentaire de Marc Ellings me disant que c'est une nouvelle olfactive. Ça pue. Ça c'est vrai, ça sent mauvais. Ça pue. Donc voilà, en deux mots, c'est ça. Voilà, ok. Eh bien donc on va s'en aller retrouver l'ami Guy et les suiveurs qui auront bravé le temps et les grèves de train pour faire cette balade passionnante dans le pays noir, au pays de Jem et Angel. C'est l'heure de la seconde chronique signée Christine Brunet. Allez, je vous mets sur la voie. Il s'agit d'un recueil de poèmes signé par un poète, romancier, novelliste que vous connaissez tous. Allez, je vous fais plus attendre. Elle va nous parler d'Éther, mer et terre. Le nouveau recueil de Laurent Dumortier. Merci Clovis. Donc j'avais envie de vous présenter le nouveau recueil de Laurent Dumortier, Éther, mer et terre. Alors je lis peu de poésie contemporaine, mais parfois je succombe à un auteur, à un titre, voire à une première de couverture un peu particulière qui m'attire. Et cette fois-ci, c'était ce recueil. Vous voyez, il est lumineux, la couverture est lumineuse, elle est remplie de couleurs. Bien loin en fait de l'univers du poète, et c'est ce qui m'a attiré. Ce recueil est divisé en 3 parties qui regroupent les poèmes par thématique. Pourtant, on retrouve des constantes qui lient bel et bien chaque moment de la poésie. Alors le temps qui passe, l'absence ou la perte, l'amour sans espoir. Les vers impriment lentement leur empreinte dans notre esprit et nous entraînent dans un monde en clair-obscur dans lequel la lumière du soleil s'efface lentement devant la lumière noire, nous englue dans un monde de cauchemar dans lequel l'esprit dérive sur les effluves de l'alcool et des drogues en quête de sensations, voire de réponses. La torture du temps qui passe domine en fait ce recueil composé de poèmes parfois très courts mais également de poésie longue, lancinante qu'il faudrait en fait lire à haute voix. On ressent la douleur récurrente du poète, son impuissance face au temps qui passe, face à l'inéluctable, la houle ravageuse de cette mer qui lave inlassablement le sable, mais dont les vagues naissent et meurent éphémères, en fait, comme le temps. Alors j'ai décidé de vous faire partager 3 de ces poèmes. Le premier dans le thème Éther, c'est celui-ci. J'ai la pluie pour manteau et le vent pour ombrelle, le soleil est un pont jeté entre 2 nulle part, tandis que j'entends le murmure des nuages. Deuxième poésie, le titre c'est Le Nageur. Du ponton, elle n'aperçoit qu'un point blanc sur le bleu en mouvement. Lui, tellement loin du drapeau rouge flottant au vent. Au fond d'elle-même, elle espère qu'il reviendra, bien sûr. Et enfin, la troisième est dans la thématique terre. Elle a pour titre Le Jogger. Courir, courir droit devant, courir, courir, jusqu'à manquer de souffle. Une foulée qui suit une autre et le dos qui ruisselle. Et le paysage défile, défile, le paysage défile, défile, le paysage défile, défile, défile. Des chevaux dans leur pré qui galopent à mes côtés tandis que le soleil poursuit sa course là-haut, si haut, dans le ciel. Et le paysage défile, défile, le paysage défile, défile, le paysage défile, défile, défile. Défile jusqu'à ce que j'oublie que la vie n'a plus aucun sens depuis que tu es parti, que la mort est dans un sens devenue ma plus proche amie. Et le paysage défile, défile, le paysage défile, défile, le paysage défile, défile, défile. Alors, le premier choix et Mamie Paulette, ça vous dit sûrement quelque chose. Des couvertures très colorées, des histoires et des héros très originaux, souvent décalés aussi. Figurez-vous qu'elle sort un 3e court roman, L'Astronaute. Trailer et présentation.
Je me présente, je m'appelle Michel Brakowski et ma femme vient de me quitter. Ah oui, j'ai oublié, accessoirement je suis astronaute. C'est comme ça que je me suis retrouvé un jour, seul dans une fusée prête à décoller. Un monde qui avait tout pour faire de moi un grand homme. De ceux qui marquent l'histoire. De ceux capables de reconquérir leur femme. Ma Nathalie. Enfin, si je sais en revenir. Puisqu'un roman, c'est aussi des personnages, peut-être même avant tout des personnages, j'avais envie de vous présenter ceux qui sont au centre de l'histoire de mon nouveau roman, L'Astronaute. Donc, Michel Brakowski, personnage principal du roman, autrement dit l'astronaute lui-même. La quarantaine, un peu rondouillard, mal dans sa peau, et qui plus est hématophobique, agophobique, musophobique. Bref, pas l'étoffe d'un héros. Vous ai-je dit qu'il était vraiment, mais vraiment, vraiment mal dans sa peau? Nathalie, la femme de Michel, enfin son ex-femme, puisque dès le début de l'histoire, elle le flanque à la porte, avec perte et fracas. Pauvre Michel. Lui qui n'avait Dieu que pour elle. Elle et ses fabuleuses tartes aux fraises, son fameux bœuf stroganoff. Bref, tout un tas de souvenirs qui vont le hanter tout au long de l'histoire. Le hanter et aiguiller quelque peu sa propre psychologie. Crotte est le bon maître du petit pays sur lequel va atterrir Michel. Michel qui part en mission, en quête d'un monde nouveau. Un monde nouveau qu'il va découvrir donc. Un monde très proche du nôtre, si ce n'est quelques détails, comme l'humeur changeante, un brin changeante de ses habitants. Le professeur, le plus précieux allié de Michel dans ce monde inconnu, un homme de science, philanthrope et fort bienveillant. Si ce n'était son air constamment inquiet, il paraîtrait tout à fait normal. Pour finir, donc, les visiteuses du soir. Mais là, désolé, la décence m'interdit de vous en dire plus. Troisième titre présenté par Christine, Somnambule, le tout dernier roman de Didier Font. Wouh! Entre tous les ouvrages parus avant la fermeture estivale des éditions Clé-des-Lys, un titre a retenu mon attention, peut-être parce qu'il est écrit par un auteur que j'apprécie, qui s'appelle Didier Font. Le titre de ce roman, c'est Somnambule. Alors, dois-je vous avouer que je ne m'attendais absolument pas à ce genre de récit. En fait, j'ai refermé le bouquin avec un sentiment à la fois d'incrédulité, j'étais à la fois perturbée. En fait, l'auteur nous plonge dans un univers fantastique entre rêve et cauchemar, construit autour de personnages déshumanisés et qui évoluent dans une bulle à la temporalité différente. Alors, déshumanisé n'est peut-être pas le bon terme pour décrire un environnement qui est écrit à la première personne du singulier, un peu comme un journal de bord, et des héros aux destinées obscures, haut en couleur, mais tellement différents qu'ils interpellent le lecteur, qu'ils attisent en fait
sa curiosité tout au long en fait du texte. Cette bulle, ben, c'est le cycle jour-nuit qui prend une importance essentielle comme une lumière rassurante du jour ou vacillante des bougies ou celle des torches. Chacun des protagonistes développe en fait un lien particulier avec la mort, l'attend comme une confrontation entre être saint et gardien de la nuit, entre une communauté à la recherche perpétuelle de nourriture dans une ville qui est dévastée par quelque chose, et des cannibales insatiables qui semblent répondre à un chef. Mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Que se passe-t-il réellement? Qui sont Axel et Raphaël? Quelle coïncidence, quel esprit supérieur a attiré Louis et le narrateur dans cette cité déserte? En fait, dans une ambiance apocalyptique, où ceux de la presqu'île pourraient être, je ne sais pas moi, des zombies par exemple, ou autre chose, on attend ou on espère, on désespère, on cherche à comprendre, mais quand arrive le moment, eh bien, je peux vous assurer que vous serez à 100 lieues de la solution. Allez, bon cauchemar. J'aimerais partager avec vous, en fait, les premières lignes de ce roman. Le titre, c'est « Avant le petit jour ». C'est au petit jour que la peur envahit la ville. Elle s'y installe, sûre d'elle, sûre de n'être pas chassée avant l'apparition du soleil, sûre aussi que lorsqu'elle devra céder la place, il restera en nous une trace indélébile de son passage et une appréhension sans nom du lendemain. Elle reviendra. Elle revient toujours, seule ou accompagnée de son âme damnée. Mais ce n'est pas encore le jour, la froide lueur de l'aube n'a pas effleuré la fenêtre. Et pourtant, déjà, les ténèbres s'éclairent, là-bas, à l'est, vers la lointaine plaine, une faible lumière argentée. Blafard éterne, chétif enfant de la nuit, le jour va naître. Sa forme n'est encore qu'incertaine, mais peu à peu son image se dessine sur l'horizon, plus ferme et plus pure à chaque instant. Souvent mes cauchemars oniriques cèdent la place aux cauchemars réels. La nuit me voit alors debout, errant à travers le dédale des chambres, à la recherche de je ne sais quel réconfort, d'un oubli précaire, d'une présence rassurante et cependant impossible. Pascal Gillette B. Alors, c'est un auteur passionné, une amoureuse des mots et des belles phrases. En 2015, elle publie Aiguillage, un ouvrage construit autour de 3 personnages, 3 points de vue narratifs. Cette année, elle publie son second bouquin, elle en parle à Edmé à cœur ouvert. Bonjour, aujourd'hui on est avec Pascal Gillet B, qui vient nous présenter son deuxième roman qui sort chez Chloé Delis, mais quand même avant de parler des romans, du premier et puis du deuxième, qu'est-ce que tu faisais avant d'écrire? Eh bien, avant d'écrire, j'étais professeur de français. Donc j'ai toujours bien aimé le français, la langue française, et je donnais cours à Remouchamps, donc dans la province de Liège, dans une école professionnelle. Oui. Où j'étais très bien, j'aimais beaucoup les élèves, j'étais heureuse dans ce que je faisais. Mais précédemment, donc avant d'être prof là, j'étais interprète gestuelle dans l'enseignement, donc je traduisais pour des jeunes sourds qui suivaient leur enseignement humanitaire. Donc, à partir de là, comment est-ce que l'idée d'écrire t'est venue et comment surtout tu as mis ça en pratique? En fait, je crois que j'avais depuis des années, un penchant pour l'écriture. Parce que j'ai toujours bien aimé les mots, les beaux mots, donc j'ai toujours eu chez moi des carnets dans lesquels j'écrivais des mots, les mots que je ne comprenais pas, que je trouvais beaux, difficiles, poétiques, légers, les mots, quoi. J'aimais bien les mots, et souvent avec ces mots-là, j'essayais d'écrire des phrases, mais sans lien entre elles. C'était le plaisir de pousser
sans doute à sortir quelque chose de moi. Oui. Par rapport, et comme je n'avais que ce moyen-là, l'écriture, ben je me suis jetée là-dessus. Je suppose que si j'avais été peintre, j'aurais peut-être fait un magnifique tableau. Oui, ça se serait exprimé. Ça se serait exprimé J'avais dans... besoin d'exprimer quelque chose. Oui. Voilà, quelque chose. Oui, je vois, oui. Donc montrez-nous ce livre. Donc ce premier livre, c'est Aiguillage. Donc voilà, c'est le premier livre. Et que qui a je vais donc lire. été édité par Chloé Delis, oui. Je ne finis pas de remercier tellement je trouve ça magnifique qu'il m'ait publié. Donc voilà. Et donc, quant au second livre, le voici, le salon de coiffure. Alors ce n'est pas une histoire de coiffeuse. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, c'est une histoire d'humain. C'est l'histoire de deux jeunes garçons, enfin jeunes, qui arrivent déjà à l'âge adulte bien accompli, qui se retrouvent, c'était des amis d'enfance très intimes, et qui se retrouvent en revivant ensemble les années qu'ils ont perdues, c'est-à-dire les années de la guerre 40-45. C'est pour ça que ça se passe pendant et autour des années de la guerre 45, mais ce n'est pas un récit historique, je n'aurais pas cette prétention-là, parce que c'est beaucoup trop difficile et trop complexe, mais le contexte, c'est la guerre 40-45, et le salon de coiffure, disons, est un lieu qui est comme un fil conducteur dans le livre. Donc, au début, c'est un salon de coiffure, puis ça devient le refuge de deux enfants pendant la guerre, puis ça devient le repère de deux adolescents qui créent de la poésie et tout ça, puis ça devient un salon de relieurs, un atelier de relieurs. Oui, donc cet endroit, c'est le quartier général de l'histoire. Voilà, oui. Ah, mais c'est très bien dit. C'est exactement ça. C'est le quartier général de l'histoire. Et une petite anecdote qui peut intéresser quand même le lecteur, parce que c'est bizarre. J'ai choisi ce titre, le salon de coiffure, et de suivre cette pièce, parce que il se fait que, alors que je ne fais pas grand-chose dans mes cheveux, ma coiffeuse et son salon sont vraiment un endroit de grande sérénité pour moi. Alors, en début d'émission, si vous avez été très attentif, je vous ai parlé de 3 partenaires pour notre émission. Serge Guérit nous amène à la bibliothèque Marguerite Yourcenar à Marchais-Nopont pour interviewer Karine Laure au sujet de sa pièce de théâtre Le Transfert et du Salon du Livre qu'elle co-organise. Bonjour Karine. Bonjour. Serge. Excuse-moi. Chloé Delis te remercie d'être venue nous présenter ton dernier livre, qui est en fait une pièce de théâtre. Oui. Donc tu dois chercher un réalisateur. Donc en fait, Le Transfert, c'est bien, oui, une pièce de théâtre. Alors je suis à la recherche d'une production. J'ai déjà lu quelques amorces, mais enfin bon, il faut finaliser. Mais aussi c'est un texte qui a déjà été lu sur scène par le Box Théâtre de Mons. Et donc ça avait remporté son petit succès. Tout le monde était bien content. Alors le transfert, qu'est-ce que c'est? De quel transfert s'agit-il? Oui, j'ai lu Le Transfert. J'en suis sorti... Est-ce que tu en es sorti? Oui, mais... Pas vraiment intact. Non, pas intact. En fait, le transfert, on est dans l'absurde, le tragicomique. Ça se passe dans une chambre d'hôpital. Il y a 2 lits, 2 patients. C'est zoomé principalement sur un seul patient. Et il y a aussi un clown, un docteur, une infirmière. Un robot aussi. Qu'est-ce que le robot vient faire là-dedans? Enfin voilà, donc ce livre, Le Transfert, a été préfacé par Éric Allard, le critique belge bien connu, le webmaster de Les Belles Phrases, que tout le monde doit regarder. Et donc, ça se passe donc
une chambre d'hôpital et les dossiers des patients disparaissent. Étant donné que les dossiers des patients disparaissent, le patient ne peut plus exister dans ce monde-là totalitaire. Éric Allard faisait un petit rappel par rapport à Ionesco, par rapport à Kafka. Et oui, on est quand même dans un régime totalitaire, on est dans l'absurde. Et voilà, donc ce patient dont le dossier est devenu inexistant, ce patient ne peut plus exister. Docteur, comment prendre une non-température? La question est posée. Très difficile. Très difficile. Donc le patient est aussi atteint de la maladie du non-rire. C'est un peu embêtant parce que quand on voit un clown, tout le monde doit rire. Lui ne rit pas. Oui, il est atteint de la maladie du non-rire. Là, le clown reste un peu lui-même perplexe. Et donc voilà, c'est un texte qui fait écho un petit peu au monde d'aujourd'hui, au manque de communication dans le monde médical, parce que ça, il faut quand même le souligner. Ceux qui aujourd'hui ont des proches dans les hôpitaux, c'est le parcours du combattant. On est au siècle de la communication, et dans ce monde-là, la communication n'existe pas. Et peut-être qu'on n'est pas vraiment loin de ce texte, le transfert. Exactement. Ouais, on n'en est pas loin, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est ma dernière publication aux éditions Chloé Delis. Oui, la dernière chez Chloé Delis. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Après, il y a par exemple, est-ce qu'on peut en parler? Je ne sais pas. Oui, on peut en parler. Donc, aux éditions La Miroir, Putain de pays noir, c'est un opuscule qui a remporté son petit succès, qui a eu pas mal d'articles presse dans la région de Charleroi. Oui. Et donc, ça se passe bien sûr en plein centre du Pays Noir, à Charleroi. Et c'est l'histoire de Jem. Et je n'en dis pas plus, parce que c'est un opuscule qui fait 5000 mots. Top. On n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Oui. Oui, non. Non, vas-y, non, je t'en prie. Non, et tu es venu avec un livre d'un ami, je crois, non? Donc, en fait, je suis venue avec un livre d'Éric Brognier. Et je suis en train de lire pour le moment les publications d'Éric Brognier. Et on va dire pourquoi. Oui, vas-y. On va dire pourquoi. Oui. Parce que donc, voilà, merci. Donc, comme chaque année, je suis collaboratrice pour le Salon du Livre de Charleroi, qui s'appelle Alchimie du Livre. Alors, la genèse de ce salon, il y a une petite dizaine d'années, les éditions Chloé Delis, que nous connaissons, voulaient faire éclore dans toute la Wallonie quelques salons, afin de mettre en lumière des auteurs dont on parlait peu. Et donc, comme j'habitais déjà Charleroi, et que j'étais ici en semi-résidence à la bibliothèque Marguerite Yourcenar, dans ce beau château bilquin de quartier, et que là, dans l'espace dit Le Bourgeon, Serge Budasi accueille déjà des expositions tout au long de l'année, c'était l'endroit idéal pour accueillir une préparation. Voilà, il y a actuellement une préparation d'expo. Donc c'était l'endroit idéal pour accueillir un salon du livre à Charleroi. Et donc, Serge Budasi et moi, nous avons retroussé nos manches et on s'est lancé là-dedans. Donc, le premier salon a eu lieu en 2012, je crois. Donc, c'est notre 8e édition. Elle aura lieu le dimanche 8 décembre, de 10 à 18 h. Comme d'habitude, une petite quarantaine d'auteurs, des maisons d'édition. Mais les inscriptions ne sont pas terminées. Il y a toujours assez bien de mouvement 2 mois avant un événement. Donc voilà, les inscriptions sont encore ouvertes. On accueille encore du monde. Mais notre invité d'honneur cette année, c'est Éric Brognier. Il succède à Evelyne Wilwert, à Arnaud Delacroix, Daniel Charneux, à Colette Nismazur. Chaque fois, nous prenons un invité dans la sphère littéraire belge différente, un poète, voilà. De la région? Non, pas nécessairement. Colette Nismazur habite Tournai, Daniel Charneux, la région de Mons, je crois. Arnaud Delacroix, l'historien, venait l'an dernier de Bruxelles. Francis Danemark de Bruxelles. Non, la région n'a pas vraiment d'importance. On essaye que ce soit un peu diversifié, que notre invité soit libre ce dimanche-là, bien sûr. Et donc cette année-ci, c'est Éric Brognier.
Éric Brogniet, quelques mots sur lui, je peux? Vas-y, vas-y, vas-y. Donc Éric Brogniet, c'est un poète belge, c'est une grosse pointure du monde littéraire belge, un des poètes majeurs du contemporain. Il a été pendant une dizaine d'années directeur de la Maison de la Poésie. Alors, il a écrit des dizaines de recueils de poésie, des essais aussi. Il a dirigé plusieurs colloques internationaux. Donc, par exemple, en 1995, il a dirigé Les Ailleurs d'Henri Michaud. Il a aussi dirigé les modernités d'Arthur Rimbaud à Cobra en 1997. Et donc, c'est avec plaisir que nous accueillerons Éric Brogniet cette année-ci. Il est aussi, je C'est son dernier livre. Non, ce n'est pas le dernier, mais je tenais à lire celui-là, parce qu'il nous parlait de Jacques Rillon, qui est un poète belge que j'aime beaucoup. J'oubliais de dire que Éric Brogniet, depuis 2010, a été élu à l'Académie de la langue et de la littérature française de Belgique. C'est très important. C'est un très beau titre. Alors, les invités, les participants de cette année, peut-être? Oui. Donc, quelques maisons d'édition, comme ça, les Lettres assassines de Mons, les éditions du Scalde, de Bruxelles, et des invités comme par exemple Philippe de Sterbeck, c'est la première année qui vient, nous sommes très heureux de l'accueillir. Il y aura Aimé de Havé qui est déjà venu l'année passée, elle a trouvé l'endroit très bien, elle y revient, à sa chaise, voilà, et comme ça, il y aura aussi David Durand qui était aussi venu l'an dernier, et voilà. Et moi? Oui aussi, Serge Guéry, je l'ai inscrit. Tu m'as oublié, Non. Dernier texte chroniqué pour cette toute première émission test, eh bien c'est Tofi, le dernier ouvrage d'Edmé de Havé. Donc voici, sur la première de couverture, vous découvrez une petite photo avec une mèche de cheveux blonds, en fait sans lunettes, j'avais pensé que c'était un caramel pour vous dire. Et il y a la mention suivie de la préférida et ensuite un genre littéraire, roman avec S. Alors, roman... oui, peut-être, mais roman court, puisque l'ouvrage dans son entier ne fait que 237 pages, sachant que la préférida est un peu plus longue comme nouvelle que le premier Tofi. Alors dois-je vous avouer que j'ai préféré la seconde histoire tant elle est grinçante, bien ficelée, tendue psychologiquement, avec des personnages magnifiquement campé, construit, étudié, décortiqué, manipulé. En fait, Olympe, qui est l'un des personnages principaux, maîtresse S manipulation, s'impose comme une araignée, vous savez, au centre de sa toile, ou mieux encore, comme une menthe religieuse dévorant progressivement bien son mal et toutes les victimes qu'elle parvient à attraper. Elle joue aussi avec elle, égoïste jusqu'au bout de ses griffes prédatrices. Elle est sûre de son bon droit et d'un rang social plutôt illusoire. Alors, bizarrement, cet être est réaliste, image de bien d'autres que nous avons tous très certainement côtoyés un jour ou l'autre, ou même croisés. En revanche, avec Tofi, l'auteur aborde l'idée de la destinée et de l'amour juvénile, même si par moment le lecteur se demande si Tofi ne s'est pas amusé également à manipuler Jules pour transcender en fait sa condition de femme de service. Alors qui sait? Ce qui nous touche en fait c'est le journal intime laissé par Sophie, ou Tofi, qui nous propose en fait la genèse d'un sentiment peut-être vrai, mais aussi d'un processus de séduction qui attire inéluctablement Jules dans les filets de la jeune femme. Edmé de Havé, c'est comme personne, en fait, construire un univers familial, ses liens les plus intimes, ses cachotteries, ses désirs cachés. Chaque personnage nous parle, nous renvoie à des personnes de notre réalité, exhibe des travers d'une humanité parfois aimante,
mais parfois trop mesquine et calculatrice. Une auteure incontournable, à mon avis, à la plume précise, parfois aiguisée, presque poétique, mais toujours, on va dire, précise. Franchement, à découvrir. Comme pour les précédents ouvrages, j'ai sélectionné un passage, extrait de la Préféride. C'est le moment où tante Gisèle, une richissime tantine, vient de décéder, et le personnage qui parle, eh bien, c'est la Préféride, et je vous laisse écouter. Je suis sous antidépresseur depuis le décès, c'est dire si ça m'a atteinte. J'ai pleuré et pleuré encore, je l'avoue. Jamais je n'avais autant pleuré, et maman s'est apeurée de me voir dans cet état. Je comptais tellement sur cet argent, nous avions même imaginé la somme minimum que ça pourrait représenter, et qui viendrait à point nommé pour agrandir la maison, que nous avons enfin acheté au prix de tant de sacrifices. Faire construire peut-être la piscine, ne plus devoir se livrer à des calculs de génie mathématicien pour nouer les deux bouts. Avoir un petit pactole pour voir venir, partir en vacances sans guetter les occasions de dernière minute. Nous laisser aller et vivre, enfin. Maman était également abasourdie. Après toutes les visites que tu lui as rendues, ton dévouement, et pire encore, laisser cette grosse somme à Jouette qui va la dilapider en un clin d'œil. Ah, c'est incroyable. Oui, car en plus, Jouette la gentille, elle, a reçu une donation conséquente dès que tante Gisèle a eu vent du temps qui lui restait à vivre. Jouette a toujours été ma préférée, et elle est en situation plus précaire, plus fragile en tant que femme non mariée. Et puis Olive, je sais ce que tu veux, ce que je veux, avait même répliqué la vieille peau agonisante quand je lui fis remarquer que nous avions 2 enfants, que nous devions préparer pour la vie avec passage par la case université, et lui rappeler qu'après tout, elle avait des responsabilités envers la famille aussi. Mais justement, j'ai choisi d'aider Jouette, qui est ma nièce. C'est bien ma famille, Olive. Je m'étais insurgée, je me souviens que sans doute ma déprime me pointait le nez, car j'en eus les larmes aux yeux après avoir cherché en vain à lui faire entendre raison. Jouette avait son petit studio et manquait, comme régiment d'ailleurs, de toute idée de la gestion intelligente de ses avoirs, qui d'ailleurs s'évaporerait promptement. Elle avait ri, comme trop lasse pour me répondre, et conclut à Olive, tu ne changeras jamais, hein. Si tu avais de tels soucis d'argent, il y a bien des vacances et des dépenses inutiles que vous n'auriez pas faites, Marc et toi. Et tu n'aurais pas acheté cette maison trop grande, avec le projet d'encore l'agrandir. Crois-moi. Elle m'appelait Olive devant tout le monde avec cette malice mauvaise, depuis quelques années déjà. Alors, avant de vous quitter, quelques news concernant les événements auxquels participent les auteurs Chloé Délices. On ne sait jamais si vous avez envie d'aller à leur rencontre, de découvrir leurs univers. Alors, vous les retrouverez au 5e Salon du Livre au Chambrétigny-sur-Orge le 18-19 octobre, le 20 octobre au Salon de Braine-le-Comte et au Salon de Jouy-Saint-Josas, en France dans le 78, le 9 novembre à Tournai-la-Page, le 16 novembre à Marseille au Carré des Écrivains, les 16 et 17 novembre à Mons-Livre, allez, les 21 et 22 novembre à Écosine Cité d'Art, le 30 novembre et 1er décembre à Liège au Grand Cursus pour les Fugueurs du Livre, et le 8 décembre à l'Alchimie du Livre de Charleroi à la bibliothèque Marguerite Yourcenar à Marché-Nopont. Toutes les dates sont listées dans la marge du blog alois.me. Allez, c'est fini, j'espère que cette émission test vous aura plu et sera suivie de beaucoup d'autres. Bye bye.